Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JMT qui porte le numéro 31. Aujourd'hui, une bonne partie de l'actualité concerne l'Asie, mais nous n'oublierons pas l'Europe avec la renaissance d'une auto mythique qui fait la part belle à la tradition. Mais nous n'oublierons pas non plus les États-Unis et Tesla qui continuent à défrayer la chronique. Pour ceux qui ne sont intéressés que par un seul sujet, vous trouvez comme d'habitude le chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Je vous souhaite une bonne vidéo. Pour commencer ce JMT, je voulais remercier tous les partenaires et contributeurs de la chaîne qui m'aident à tenir le coup et à financer les vidéos. Depuis quelques mois, une part non négligeable de mon matériel a failli. Et c'est grâce à vous que j'ai pu le remplacer ou l'améliorer. D'ailleurs, visiblement, c'est pas fini parce que là, j'ai encore des commandes qui doivent arriver. Bref, j'ai un peu la schkoumoune en ce moment. De plus, de nombreuses vidéos sont en préparation avec des voyages et déplacements, comme je vous en ai parlé hier. Ces vidéos n'auraient pas été possibles sans vos contributions, donc un grand merci à vous. Si vous aussi vous souhaitez m'aider, vous pouvez le faire gratuitement par votre abonnement et en partageant largement mon travail ou par une contribution via Tipeee ou PayPal. Les liens sont en description et même en participant à hauteur d'1 € ou 2, ça m'aide énormément vu le nombre. Donc, encore une fois, merci d'avance. Et maintenant, place à votre journal. Depuis maintenant quelques mois, le succès de Xiaomi dans le monde automobile défraye la chronique en Chine. En effet, le démarrage éclair de la berline électrique du géant de la tech et son succès commercial ont créé un appel d'air énorme pour l'intérêt que portent les Chinois à la marque. D'ailleurs pas que les Chinois. Sur Weibo, le réseau le plus populaire de l'empire du milieu, les fanboys et anti-Xiaomi s'opposent tout comme le font ceux de Tesla sur X en Occident. La bagarre est féroce, mais il semblerait qu'en plus, elle soit devenue un enjeu si important pour certains qu'ils ont décidé d'avoir recours à des pratiques illégales. L'affaire commence fin 2024, alors que la berline Series 7 se vend comme des petits pains sur le territoire chinois. Elle avait essuyé de nombreuses critiques à son lancement, mais au final, les clients avaient plébiscité la voiture, comme je vous l'ai relaté dans cet épisode que je vous mets dans les fiches. Ce succès devait visiblement gêner certaines personnes, et en particulier des entités influentes, puisque Xiaomi s'est vu ciblé par un réseau de cybercriminels dont le but était de décrédibiliser la marque. Un accident mortel avec une Xiaomi SU7 et les réseaux s'enflamment. Toutes les actualités qui passent inaperçues pour d'autres marques sont montées en épingle et relayées massivement sur le réseau social. On se croirait revenu au temps des accidents causés par l'autopilote Tesla ou des incendies de voitures électriques qui n'en étaient pas. On en avait parlé plusieurs fois sur la chaîne. Cette recrudescence soudaine de messages contre la marque, et en particulier contre sa branche automobile, a mis la puce à l'oreille à Xiaomi, qui a lancé une enquête. Très rapidement, ils ont découvert un réseau de faux comptes utilisateurs et l'utilisation de bots pour faire enfler le bad buzz. C'est plus ou moins légal sur X en Occident, surtout depuis qu'Elon Musk a une conception un petit peu spéciale de la liberté d'expression. La Chine est bien plus sévère en revanche sur ce sujet. Xiaomi a donc pris contact avec les services de police pour ouvrir une enquête. Le 19 mai 2025, Lei Jun, le patron de Xiaomi, déclare qu'Internet n'est pas un lieu sans loi et présente les conclusions préliminaires de l'enquête officielle. Ce serait plus de 10 000 faux comptes qui auraient été mis à jour, ainsi que plusieurs criminels dont les autorités disent avoir désormais toutes les preuves pour les incriminer, mais aussi leurs coordonnées. Cette affaire ne fait que commencer et il est probable que les enquêteurs mettront à jour d'autres ramifications pour trouver les commanditaires de cette opération de dénigrement organisée. À ce jour, on ne sait pas encore qui se cache derrière toutes ces actions, mais une chose est sûre, Xiaomi fait suffisamment peur pour justifier une telle débauche de moyens. Ce que l'on peut tirer de tout cela est que si d'autres constructeurs entrent en concurrence avec Tesla, c'est bien Xiaomi qui semble être la marque à abattre aux côtés du constructeur américain. Signe qu'il faut peut-être considérer ses produits comme meilleurs que les autres si les arguments réels ne peuvent enrayer son ascension. À suivre assurément. On reste chez Xiaomi pour parler de voitures cette fois-ci.
Celle dont nous allons parler aurait très bien pu avoir l'appellation Tesla Killer en son temps. Aujourd'hui, on parle plutôt de concurrente de Tesla en sous-entendant le côté Tesla Killer. Bref, c'est juste un effet de mode. Si l'actualité sur les réseaux sociaux concernant la marque sont plutôt axées sur l'enquête en cours en ce moment, nul doute que cela aidera aussi à la visibilité du lancement de la nouvelle U7, SUV ayant pour cible avouée le Tesla Model Y. À l'heure où j'écris ces lignes, le lancement n'a pas eu lieu. Mais pour vous qui regardez cette vidéo, eh bien, la voiture a été présentée hier. On a pourtant déjà pas mal d'informations qui ont fuité grâce au ministère chinois du commerce qui doit rendre publiques les données des véhicules qui lui sont soumis pour homologation. Le U7 est donc un gros bébé de près de 5 mètres de long et de plus de 2 tonnes 4. Plus grand que le modèle Y, il devrait être plus vaste à l'intérieur, ce que les Chinois apprécient énormément. Il se situe donc entre le Y et le vieillissant modèle X. D'un point de vue mécanique, sa plateforme est dérivée de la berline SU7, mais avec certaines différences notables. Premièrement, son offre moteur sera bien plus simple, au moins au lancement. La version de base est équipée d'un seul moteur sur le train arrière, développant 299 chevaux, tandis que la version 4 roues motrices aura deux moteurs combinant une puissance de 680 chevaux en tout. Voilà de quoi égaler le Tesla Model Y Performance, mais pas le modèle X-Plaid. Deux batteries seront proposées. L'une avec 96,3 kWh, qui est annoncée pour 670 km d'autonomie, selon la norme chinoise très peu réaliste, tandis que le haut de gamme aura 101,7 kWh et une autonomie maximale de 835 km. En WLTP, on aura donc entre 450 et 600 km d'autonomie. Personnellement, ça me laisse un peu dubitatif. En effet, le Model Y, mais aussi le Xpeng G6 et d'autres concurrentes chinoises font tout aussi bien, avec des batteries plus petites. Il est donc probable que le mastodonte de Xiaomi paye sa taille et son poids dans la vraie vie. Sur le plan stylistique, par contre, le U7 se démarque un peu des habituels SUV chinois qui se ressemblent franchement un peu tous. Sa face avant évoque celle de la SU7 et l'arrière fait plus penser à une supercar qu'à une auto familiale. Que cela plaise ou non, cela fait plaisir de voir un peu d'originalité. L'intérieur est bien entendu dépouillé, comme celui de la SU7, faisant la part belle aux commandes tactiles et à un environnement épuré. Toutefois, il est probable qu'on retrouve la solution très intelligente que Xiaomi a inaugurée sur la berline, à savoir des accessoires qui ajoutent des commandes physiques pour qui les souhaite. Reste qu'il est possible que Xiaomi nous réserve quelques surprises pour la présentation, ce dont je ne manquerai pas de vous faire part et de commenter d'un point de vue technique dans les jours à venir. Autre point intéressant, la commercialisation. Contrairement à d'autres constructeurs, Xiaomi n'a pas l'habitude de faire traîner les choses. La production en grande série et la commercialisation de la voiture n'attendront pas, puisqu'elles commenceront au moment même de la présentation. De plus, la U7 est conçue pour tirer les enseignements de sa grande sœur berline, car elle n'a pas pour cible que la Chine. Xiaomi annonce déjà sa commercialisation en Europe du Sud, où le fabricant est déjà bien implanté, en particulier pour ses stores électroniques. Ce sont probablement les Mi Store qui vendront directement les autos. Reste à savoir comment Xiaomi compte s'y prendre pour le service après-vente. En tout cas, tout ceci est bigrement intéressant puisque le prix de l'auto devrait être plutôt contenu avec un équipement pléthorique. Certains se hasardent à mettre la barre aux alentours des 50 000 € chez nous, ce qui en ferait une offre haut de gamme très convaincante. Encore une fois, à suivre. On reste dans l'empire du milieu pour une annonce du géant des batteries CATL qui semble bien vouloir faire feu de tout bois. En effet, après les cellules capables de performance ébouriffantes au niveau des recharges, c'est sur le terrain des remplacements rapides de batteries que les ingénieurs ont planché. Contrairement à NIO qui cible les particuliers et les flottes de véhicules légers, le système de CATL vise plutôt le marché commercial. En effet, selon CATL, les clients sont souvent attachés au fait de posséder leur batterie et préfèrent en prendre soin en étant propriétaires, surtout s'ils sont propriétaires de leur voiture. Pour le marché des utilitaires, par contre, il en est tout autrement. Les gestionnaires de flotte raisonnent de plus en plus en termes de rentabilité et d'efficacité. C'est d'autant plus vrai pour les poids lourds qui dépendent fortement des temps d'immobilisation pour atteindre une rentabilité optimale. CATL s'est donc concentré sur le marché des poids lourds avec un système de remplacement rapide et automatique des batteries. Un tel système pour des opérateurs faisant tourner des camions 24 heures sur 24 avec des équipes de chauffeurs en 3 ou en 5-8 permettrait
d'oublier le vieux diesel grâce à une telle technologie. Typiquement, ce sera le cas pour les terminaux marchands, certaines industries et certains services urbains. Pour garantir un succès important à son système, qui a été présenté le 18 mai dernier, CATL a travaillé sur la standardisation de son pack batterie et a créé le 75 hashtag. Cette batterie sera commune à une douzaine de constructeurs de poids lourds, garantissant une bonne disponibilité du service. CATL prévoit en effet d'implanter 300 stations de remplacement dans 16 zones clés. Cela peut sembler peu, mais l'architecture du pack permet également d'effectuer des charges rapides dans le véhicule si le temps n'est pas un problème ou si le camion est trop loin de la station. La puissance industrielle et la réactivité de CATL démontrent encore une fois que se pencher sur les attentes et les contraintes des clients pour leur trouver une solution clé en main permet d'avancer mieux et plus vite. On attend de voir les retours d'expérience des premières stations pour se faire une idée de la fiabilité d'un tel système, mais il est clair que certains opérateurs occidentaux ou coréens devraient s'en inspirer, ou au moins se préparer à emboîter le pas aux leaders chinois s'ils ne veulent pas être définitivement distancés. En effet, un tel système permet de trouver un débouché pour un nombre énorme de cellules, car les camions vont en avoir besoin de beaucoup. De plus, les revenus réguliers des abonnements permettront de voir l'avenir avec une certaine prévisibilité, puisque les loyers tomberont tant que les camions seront en service. Pragmatique et innovant, CATL ajoute encore une corde à son arc, et on se demande quelle sera la prochaine. Voilà qui fait réfléchir. Depuis quelques mois, la saga Nissan nous a réservé bien des rebondissements, et il semblerait que ce ne soit pas fini. Après avoir annoncé une situation financière catastrophique, le constructeur japonais semblait avoir trouvé un sauveur en la personne de Honda. Alors que cette alliance avait la faveur du gouvernement japonais pour contrer les velléités de Foxconn, entreprise taïwanaise intéressée pour prendre des parts significatives dans Nissan, quelque chose a mal tourné entre Honda et l'ancien président de Nissan. En effet, la marque OH a annoncé renoncer à reprendre Nissan dans l'État, et les négociations se sont retrouvées au point mort. Depuis, le japonais avait repris son bâton de pèlerin pour tenter de trouver un repreneur pouvant le sauver d'une faillite de plus en plus imminente. Jusqu'alors écarté par les autorités japonaises, Toyota entre désormais dans la danse. Déjà très puissant au pays du soleil levant, Toyota pourrait bien encore renforcer son emprise sur l'industrie automobile nippone. Déjà partie prenante de Subaru, Mazda, Suzuki et bien d'autres, Toyota pourrait bien ajouter Nissan à son tableau de chasse. En effet, le grand rival chinois commence à faire pression sur les constructeurs nippons, jusque sur leur marché national. BYD réalise des ventes plus qu'honorables et annonce pour l'an prochain son entrée sur le segment vedette du pays, les Kei-cars. Ces toutes petites autos sont depuis des dizaines d'années les meilleures ventes du pays et n'étaient pour le moment produites que par des Japonais. Le tigre chinois semble vouloir prendre aussi sa part du gâteau. Sur le plan des véhicules électriques, si Nissan et Toyota ont chacun un programme de développement avec des modèles prévus jusqu'en 2027, les deux constructeurs ont déjà commencé à collaborer. En effet, le prochain SUV compact de Toyota pour les États-Unis sera construit sur la base technique de la nouvelle Leaf qui sera présentée en fin d'année. Reste que, quelle que soit la participation de Toyota, Nissan va devoir faire des efforts énormes pour sortir la tête de l'eau. Un programme appelé Re-Nissan prévoit une coupe budgétaire de l'équivalent d'un peu plus d'1,5 milliard d'euros et au moins 20 000 suppressions d'emplois d'ici 2027. Ces coupes majeures sont une étape, mais ce sera loin d'être suffisant si le constructeur ne trouve pas les moyens de séduire de nouveau sa clientèle. Acheter une Nissan aujourd'hui, c'est prendre un risque de voir son auto orpheline de son constructeur, tandis qu'avec l'argent frais et le backup financier de Toyota, le client sera bien plus rassuré, et c'est normal. Au final, des efforts sont nécessaires, mais c'est surtout une confiance que doit retrouver le constructeur nippon. Reste à connaître la position du groupe Renault qui garde toujours un pouvoir de décision et un poids non négligeable dans les décisions stratégiques de Nissan. Terre repetita, à suivre. On revient en Europe pour l'avant-dernier sujet de ce journal. Volkswagen a décidé de faire revivre ses petites sportives en électrique avec la craquante ID2 GTI. Si ces trois lettres sont évocatrices de sportivité, sa transmission aux roues avant pose question. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nombre d'articles sont sortis dans la presse à l'annonce de cette architecture, mais personne n'a jugé utile de vous en donner les tenants et aboutissants techniques. Je le fais donc ici en commençant par un peu d'histoire. Et oui, encore, vous avez l'habitude. La traction roue avant est née en France
en 1927 avec la très discrète Tracta conçue par Jean-Albert Grégoire. Elle aura bien du mal à s'imposer pendant quelques années, mais alors que la marque disparaissait, la même technologie entrait dans le grand monde avec la fameuse Citroën Traction en 1934. D'un point de vue technique, les buts de l'ingénieur français étaient multiples. Premièrement, dans les voitures d'alors, les moteurs et la boîte de vitesse étaient à l'avant. Il fallait donc transmettre le couple depuis l'avant vers l'arrière, imposant un arbre de transmission et un différentiel. Pour gagner de la place et de la simplicité, utiliser les roues avant pour transmettre la puissance et diriger l'auto en même temps avait du sens, mais ce n'était pas facile à faire. En effet, il fallait inventer un moyen de transmettre les efforts vers les roues tout en leur permettant de tourner. L'usage d'un cardan était problématique car la vitesse n'est pas constante lorsqu'on donne de l'angle à l'articulation. Du coup, Tracta a tout d'abord utilisé des flectors, sorte de cardan simplifié avec des joints en cuir, pour faire l'articulation. Ce n'était pas solide et réduisait fortement l'angle de braquage. L'invention du joint de cardan homocinétique, donc qui conserve la même vitesse de rotation quel que soit l'angle, change tout. Et la traction devient viable et durable. On note tout de même que certaines autos ont gardé longtemps des cardans de première génération, provoquant des réactions de conduite un peu étranges comme avec la 2 chevaux jusque dans les années 70. Autre raison pour utiliser la traction aux roues avant était l'adhérence et la sécurité. En effet, les masses concentrées sur l'avant avec le moteur et la boîte de vitesse donnaient plus d'adhérence aux roues antérieures, tandis que les arrières avaient tendance à patiner, délestés de pas mal de poids. Ceci était vraiment important en situation de faible adhérence. De plus, lorsque la voiture perdait du grip, c'est l'avant qui glissait pour une traction, provoquant ce qu'on appelle un sous-virage. C'était plus naturellement contrôlable pour un conducteur lambda que le complexe contre-braquage imposé aux propulsions pour reprendre le contrôle. La traction s'est donc imposée, mais pas partout. Pour les modèles puissants et performants, la propulsion a toujours eu les faveurs des amateurs de conduite sportive. Jusqu'à la Golf GTI. L'idée de Volkswagen à cette époque était de réaliser une sportive sur une base de berline compacte. En adoptant un petit moteur 1600 cm3 de 110 chevaux, la voiture restait légère, mais avait un rapport poids-puissance intéressant. Du coup, elle se comportait très bien malgré une architecture qu'on pensait inadaptée à une conduite sportive. De plus, avec le temps, les voitures se sont alourdies et ont gagné de la puissance. Les limites de la traction avant, comme on dit, ont été bien vite atteintes. On se rappelle en particulier les Astra et Corsa OPC qui filaient tout droit sitôt qu'on appuyait un peu fort sur le champignon. C'est ce qui a fait dire aux ingénieurs de Mercedes à cette époque que la traction ne s'adaptait qu'aux moteurs de moins de 1600 cm3 et qu'au-delà, passer en 4 roues motrices prenait du sens si on ne voulait pas faire une propulsion. Voyons maintenant ce que la voiture électrique a changé. Premièrement, la répartition des masses avec des batteries placées sous le plancher a été radicalement modifiée. L'avantage de l'adhérence des roues avant se réduisait grandement. Deuxièmement, les systèmes ESP et autres contrôles de traction ont rendu les propulsions aussi sûres que les tractions et aussi faciles à conduire, même dans des conditions d'adhérence précaires. Enfin, l'avantage en termes d'habitabilité a disparu, du moins pour les grandes autos. Nous y reviendrons un peu plus loin. Mais alors, pourquoi garder la traction sur une voiture électrique? Pour une compacte ou une citadine, cela fait sens, car le coffre peut être plus profond. Cela permet de limiter la longueur de la voiture sans trop perdre de capacité de coffre. D'un autre côté, placer l'ensemble des pièces techniques sous le capot avant est compact, mais surtout moins cher à produire, tout en permettant de reprendre des solutions déjà éprouvées sur les modèles thermiques. Si on voulait imaginer dans l'idéal la citadine électrique du futur, elle serait monocore, propulsion et avec un nez très court. L'habitacle serait avancé par rapport à aujourd'hui, ce qui permettrait d'avoir un coffre intéressant, même s'il doit accueillir le moteur et des pièces techniques sous son plancher. Reste que les protections en cas de choc avant devraient être entièrement revues, et que les clients devraient s'habituer aux nouvelles formes. Et c'est là que Volkswagen a coincé pour créer son ID.2 GTI. Renault l'a montré avec la R5. Rien n'est plus vendeur que de faire référence à un modèle mythique. Garder une allure générale de Golf GTI était impératif, et cela offrait l'avantage de limiter les investissements. Reste à voir si le constructeur allemand saura dompter la puissance sur les seules roues avant pour lui donner un caractère joueur, comme l'a très bien réussi l'Alpina 290. Je ne doute pas que si elle sera moins efficace qu'une propulsion, elle aura une bonne dose de fun à proposer,
Et finalement, eh bien, c'est ce qui compte pour un amateur de petites bombes sportives. Vous ne trouvez pas? C'est devenu le feuilleton de ce début d'année. L'épouvantail Elon Musk a encore fait des siennes, même s'il tente de passer majoritairement son temps sous les radars des anti-Tesla en ce moment. La situation du constructeur est en effet critique à plusieurs égards, même si sa cote en bourse reprend du poil de la bête et que sa puissance financière reste intacte. Cette fois, ce n'est pas de la part des médias putaclic qu'est venue la critique, mais bien des employés de la marque. Dans une lettre ouverte à leur patron, des employés ont demandé son départ. Avec clairvoyance et des informations de première main, ils étaient les mieux à même de juger de la situation. En effet, selon eux, l'image même du milliardaire et ses déclarations ou actions politiques dessert la marque sur le long terme. Si à ce jour, les chutes de vente sont limitées, mais surtout explicables par des situations ponctuelles, comme le changement de version du modèle Y partout dans le monde, c'est plus dans la durée que s'installe une image néfaste pour Tesla. Complètement à côté de la plaque, Elon Musk a déclaré que si les choses vont mal en ce moment, c'est en raison de son absence. Point largement contesté par les commentateurs et les signataires de la lettre ouverte chez Tesla, soit dit en passant. En effet, il précise que le problème, ce n'est pas Tesla, mais bien l'image de son patron, et que le fait de revenir à temps plein ne changera rien. Enfin, en tout cas, ça changera rien dans le bon sens. Le texte indique en outre que les propos d'Elon Musk ont réellement touché les employés qui se donnent à fond pour faire avancer l'entreprise chaque jour. Et franchement, quand vous avez un patron qui vous ignore à ce point, eh ben ça a de quoi dégoûter et ça se comprend. Ils ajoutent en outre que s'ils demandent à leur patron de partir, ce n'est pas une question de travail, mais bien une affaire d'image et de philosophie. En effet, les employés signataires restent dévolus à la mission de départ de Tesla, qui était de décarboner les transports et l'énergie, tout en proposant des produits abordables et pratiques. Le revirement de Musk épousant les idées d'une organisation réactionnaire, anti-écologiste et anti-science est certes mal passé dans la clientèle, mais aussi au sein de sa propre entreprise. La lettre indique que le problème est profond et que, je cite, des milliers de modèles Y modernisés, sous-entendu donc des Juniper, sont en stock et ne trouvent pas preneur. Clairement, les actions politiques de Musk sont pour eux la raison de ce désamour. Reste que le milliardaire a réaffirmé vouloir rester à la tête de l'entreprise pour au moins 5 ans. Et cela a provoqué des réactions substantiellement négatives, aussi bien chez les commentateurs que chez les employés. Matthew Labrotte, qui a lancé la lettre ouverte, a depuis été licencié, et son compte X a été fermé. Voilà qui démontre la notion toute relative qu'Elon Musk, propriétaire du réseau social, entretient avec la liberté d'expression. Clairement, si le patron de Tesla envisage de passer entre les gouttes, je pense qu'il se trompe. Et chaque jour qu'il passe à la tête de l'entreprise renforce un peu plus l'amalgame entre ses idées autoritaires ou liberticides et le constructeur automobile qui a une toute autre philosophie au départ. Comme le dit la lettre, je cite, « Soit nous continuons avec Elon comme PDG et nous faisons face à un déclin supplémentaire à mesure que les clients abandonnent la marque, soit nous allons de l'avant sans lui et nous laissons nos produits et nos missions réussir ou échouer par eux-mêmes. » L'avenir nous dira si Musk a raison de s'entêter, mais une chose est sûre, c'est que ses fidèles des débuts ne le suivront pas sur cette voie. Soit il parvient à reconstituer une clientèle aux idées différentes, ce qui ne semble pas vouloir arriver de sitôt, soit il s'expose à un déclin rapide du constructeur, sitôt que ses alliés politiques seront retournés dans l'ombre. À force d'assouvir ses vengeances personnelles sur les agences gouvernementales qui s'opposaient à lui auparavant, sous l'administration Biden avec le Doge, il a déclenché une guerre ouverte qui pourrait bien lui revenir rapidement dans la figure, au détriment de Tesla et de ses employés qui sont aujourd'hui des victimes collatérales de leur patron. À comparer avec ce qui s'est passé chez Stellantis entre 2014 et 2024 avec Carlos Tavares. À méditer. Pour finir ce JMT, je vous rappelle le défi 24 heures en VE organisé les 20 et 21 juin par mon collègue Electric Vince. Vous trouverez le lien vers sa vidéo de présentation en description. Départ et arrivée se font à Périgueux et vous êtes les bienvenus pour venir nous voir partir ou arriver. Vincent m'a en outre indiqué qu'un propriétaire de Tesla Model 3 était à la recherche de 2 coéquipiers. Il aimerait bien participer, mais il n'a personne avec qui aller. S'il y a des candidats, je vous mets le mail de Vincent en description et la localisation de la Model 3 dès que je l'aurai. Voilà, ce JMT est terminé, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, un petit pouce ou un partage sont les bienvenus pour booster sa visibilité. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés, et encore un grand merci aux fidèles de longue date.
La semaine prochaine sera chargée, mais peut-être un peu chaotique niveau publication. Je suis en effet de nouveau en tournage, cette fois-ci en région parisienne, mais j'ai de très belles vidéos dans les cartons. Pas de JMT la semaine prochaine, puisqu'elle sera remplacée par une vidéo exceptionnelle où je vous emmène faire 1000 km avec moi dans la R5 du Choucroute Garage. Et celle-là, franchement, faut pas la rater. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.